Écoute bien, ceci n'est pas une opinion, c'est un constat, ici. Je parle de ce que l'on préfère taire. Asseyez-vous, abonnez-vous. Sous serment, je vous livre les faits. Imaginez, un homme avoue un meurtre, des décennies après. La justice rouvre le dossier, on retrouve des éléments matériels, et pourtant, il n'y aura pas de procès au fond. Ce n'est pas une fiction, c'est la France, et c'est l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Cadre, promesse. Avant de commencer, je pose le cadre. Je m'en tiens aux faits rapportés par la presse et aux décisions de justice connues. Pas de rumeurs, pas de « on m'a dit », pas de roman, juste les faits. Et vous allez voir, cette histoire, ce n'est pas seulement un crime, c'est aussi un choc entre la vérité et le temps. Chapitre 1, 1986, la disparition. On remonte au 22 mai 1986, Pontcharrat, en Isère. Marie-Thérèse Bonfanti a 25 ans, elle est mère de 2 enfants. Ce jour-là, elle disparaît. Pendant une tournée liée à la distribution de journaux, et elle ne rentre pas. Le trou noir. Au début, c'est l'incompréhension, puis l'inquiétude, puis l'attente. Sa voiture est retrouvée dans le secteur, et ensuite, plus rien. Un silence qui dure des années. Et pour une famille, ce silence, c'est une torture. Chapitre 2. Enquête qui patine, non-lieu. L'enquête avance, mais elle ne débouche pas. Un homme du secteur, Yves Chatin, est entendu à l'époque, et malgré les investigations, le dossier s'enlise. Puis vient une étape qui glace. La procédure se clôt, avec un non-lieu, autrement dit, pas assez d'éléments pour renvoyer quelqu'un devant un tribunal. Et l'affaire bascule dans ce qu'on appelle un cold case, un dossier froid. Sauf que, pour la famille, rien n'est froid. Chapitre 3. La famille ne lâche pas. Ce qui change tout dans cette histoire, c'est la ténacité. La famille, elle, ne passe pas à autre chose. Elle cherche, elle écrit, elle alerte, elle documente. Et au fil des années, selon la presse, ce travail finit par peser. Autour de 2020, le dossier est relancé. Une information judiciaire est ouverte. Et en 2021, il y a des fouilles. C'est l'archéologie de la vérité. On creuse la terre et on creuse aussi le passé. Oui, c'est littéralement déterré, mais là, on n'est pas dans une blague. Chapitre 4. 2022, les aveux. Et puis arrive mai 2022, et là, bascule. Yves Chatin est réentendu, et selon les articles de presse, il reconnaît avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti. Il est mis en examen et placé en détention provisoire à ce moment-là, selon les mêmes sources. Après 36 ans, les proches se disent « enfin, enfin on va savoir, enfin on va comprendre ». Mais l'affaire Bonfanti va révéler autre chose, un second drame, juridique celui-là. Chapitre 5, 2022, la preuve matérielle. À l'automne 2022, lors de recherches, un crâne est découvert, et l'expertise ADN, selon la presse, confirme qu'il s'agit bien de la victime. Pour la famille, c'est un choc absolu, parce que l'attente se termine, mais pas comme on l'espérait. On passe de l'absence à la certitude. Chapitre 6. Le twist, la prescription. Et maintenant, on arrive au cœur du scandale ressenti. Un mot, un seul, prescription. La prescription, c'est la limite de temps au-delà de laquelle la justice ne peut plus poursuivre. Et ici, le point central, c'est que les règles applicables au dossier s'apprécient au regard du cadre juridique de l'époque et de l'évolution des textes, selon ce que rapporte la presse et les analyses. La question devient alors, à partir de quand le délai court ? Et surtout, est-ce qu'il y avait un obstacle insurmontable qui aurait dû suspendre le temps ? En clair, si le corps a été dissimulé, est-ce que cela change le chronomètre juridique ? En décembre 2023, selon la presse, Yves Chatin est remis en liberté sous contrôle judiciaire, parce que cette bataille sur la prescription devient déterminante. Et puis arrive janvier 2026. La Cour de cassation constate la prescription. Conséquence, les poursuites s'arrêtent. Pas de procès au fond, pas de jugement pénal sur le crime, même après des aveux rapportés par la presse et l'identification ADN. Chapitre 7. Ce que ça dit de la justice. Cette affaire laisse une question terrible. Que vaut une vérité
quand elle arrive trop tard pour la justice. Et au-delà, beaucoup y voient un signal inquiétant pour d'autres cold cases, parce qu'elle montre que le temps peut gagner. La justice a besoin de preuves, mais elle a aussi des règles, et parfois, les règles ne rattrapent pas la vérité. Dites-moi en commentaire, quelle affaire vous voulez que je traite ensuite, sous serment? Abonnez-vous, parce que si on n'en parle pas, le temps, lui, continue d'effacer. C'était le Confesseur, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.